Bienvenue dans la saison 2 de Vibrer votre vie professionnelle, le podcast qui impacte positivement les femmes et les hommes dans leur carrière. Chaque épisode vous fait découvrir des personnalités inspirantes qui se distinguent par leur métier et leur choix de vie professionnelle. Je suis convaincue que vous ressentirez l'énergie que chacun des invités met dans sa vie et je suis certaine qu'ils seront une source d'inspiration pour que vous puissiez avoir à votre tour envie de vibrer votre vie professionnelle. Alors, bonne écoute! Bonjour Paul-Jacques. Bonjour Sandrine. Je suis super contente de te recevoir ce matin pour ce nouvel épisode de Vibrer votre vie professionnelle. Tu connais le principe ? Un petit peu. Tu vas bien ? Très bien, merci. T'es prêt ? Toi aussi apparemment. Moi je suis super contente d'être là en fait, ça pétille. D'ailleurs on va reparler de pétille dans quelques minutes. C'est la nouvelle saison. Tu es le deuxième épisode de cette nouvelle saison. J'avais vraiment envie que tu sois là aujourd'hui pour parler de toi, de ton métier, de ton parcours, dans un secteur particulier que je ne connais en fait pas du tout, que j'ai appris à connaître ces derniers mois avec toi. Mais j'avais vraiment envie que tu partages en fait ce parcours et pourquoi tu es arrivé en fait à faire le métier que tu fais. Mais avant d'en parler, je vais parler un peu de toi. J'ai découvert une personne dont j'ai mis, on va dire, la petite étiquette, même si je n'aime pas mettre d'étiquette, positivité. Parce que tu pétilles, en fait. Tu es un peu comme le lutin qui va mettre plein d'ingrédients, qui va participer au projet, qui va mettre plein de choses pour créer le produit, pour, en fait, laisser la magie opérer. Tu me regardes avec des yeux. Oui, non, c'est bien. Moi, j'aime bien cette notion de catalyseur. Oui, c'est ça. En fait, le catalyseur, positivité, ou alors je pensais, tu vois, pétille, le mot est venu au démarrage, là, et en fait, un peu comme la coupe de champagne, tu vois, un petit peu, tu es ces petites bulles qu'on voit dans le champagne et qui permet, en fait, d'opérer la magie du moment, de la joie, etc. Mais tu n'es pas que ça. Moi, ce que j'ai vu ces derniers mois, après avoir un peu travaillé avec toi, c'est aussi une personne très engagée dans ses projets. Tu aimes l'humain, tu aimes les gens, tu aimes l'esprit d'équipe, tu aimes l'entreprise dans laquelle tu évolues aujourd'hui. Et ce que j'ai aussi vu, c'est que tu aimes en fait voir le concret, c'est-à-dire aussi matérialiser les choses. C'est-à-dire matérialiser les choses quand tu fais ton travail, mais aussi matérialiser les choses dans l'entreprise et voir les résultats, les fruits de l'action en fait, aussi bien de ton travail et de l'entreprise, c'est-à-dire l'entreprise, l'usine. Voilà, qui vient là, mais l'usine et ses produits et la vente de ces produits-là. Oui, tout à fait. Alors, au-delà de ça, tu as un parcours atypique. J'ai parlé d'un secteur que je ne connais pas, dans lequel tu évolues aujourd'hui. Tu as aussi, dans ton parcours scolaire, commencé avec l'école Saint-Cyr, l'école militaire. Alors, le lycée militaire. Lycée militaire, prépare, voilà. oui. Donc, tu as commencé avec le lycée militaire et donc l'école lycée militaire Saint-Cyr. Ce parcours-là t'a amené aussi à faire le métier, finalement, que tu fais aujourd'hui. C'est ça ? Oui, tout à fait. En partie. Oui, oui. J'avais envie que tu partages ça. Alors, je te présente et je lance officiellement qui tu es. Donc, tu es Paul-Jacques Semerjian. Alors, je vais lire ce que j'ai noté. Head of Transfer of Manufacturing dans un grand groupe leader européen dans le secteur de la défense. Head of Transfer of Manufacturing, si on le traduit... Alors, en français, ça ferait responsable des transferts industriels. Ouais. Et de façon plus claire ou concrète, c'est d'implanter des usines de fabrication d'armes ou de munitions. Ok. Comment on arrive à ce métier ? Alors, c'est pas une vocation à la base. On se lève pas un matin pour dire quand je serai grand, je fabriquerai des usines d'armes. Non, c'est une question d'opportunité, d'alignement. Et effectivement, comme tu l'as dit, de différents composants humains et matériels au sens du concret dont tu parlais, qui m'ont amené à ce métier, ce type de métier. D'accord. Mais avant d'arriver à tout ça, on parlait du lycée Saint-Cyr. Comment en fait tu arrives dans ce lycée ? Parce que j'aurais pu... Alors j'ai fait ma prépa, une prépa scientifique, le maths sup, maths spé. Alors, j'ai fait une deuxième maths spé pour être sûr. Surtout parce que j'avais échoué au vrai Saint-Cyr. Matheux. Alors matheux, justement, pas très matheux, en tout cas pas assez, ce qui m'a amené à de nombreux échecs à Saint-Cyr. Ok. Ça allait un peu mieux dans les autres matières. Et donc, effectivement, j'ai eu assez jeune, vers 12-13 ans,
le souhait ou la vocation d'être officier dans l'armée de terre, alors qu'il n'y avait pas d'environnement familial ou personnel qui m'orientait vers ce type de profil ou de formation. Mais rapidement, ça a été ma voie et c'est ce qui m'a motivé pour aller jusqu'au bac, pour rentrer en prépa. Alors en particulier en lycée militaire, je me suis dit que, ne connaissant pas l'institution, je me suis dit que d'aller dans un lycée militaire, ça me permettrait de voir si l'image que je m'en faisais était correcte. Et puis c'était aussi des très bonnes formations qui préparent spécifiquement à ces concours, et d'un point de vue sportif aussi, pas seulement d'un point de vue académique. D'accord. Académie et le sport, c'est quoi? Pour le concours, je crois que ça n'a pas trop changé. C'est course à pied, natation, grimper de corde. Ouais, sportif dans l'âme. En fait, là, j'ai oublié de mentionner ça dans le profil sportif dans l'âme. Ouais. Ah si, quand même. Et puis donc, j'ai échoué à nombreuses reprises à Saint-Cyr. J'ai quand même réussi à intégrer une école d'ingénieur. Ok. Donc l'échec te permet quand même de rebondir et d'être de continuer ta voie. Ok. Et puis, pour rester sur le côté institution militaire et lié à la défense, j'ai été réserviste dans la réserve opérationnelle pendant 10 ans. Donc ça, c'est en plus de son métier, de ses activités, on peut être réserviste. Okay. C'est-à-dire qu'on occupe, on est comme dans l'armée, mais le week-end, j'allais dire. Ok. Voilà, et on essaye de renforcer les forces d'active. Et ça, c'est vraiment quand tu avais 5 ans. C'était déjà là? C'est venu assez jeune. Ça s'est concrétisé au sens où j'ai eu clairement l'objectif vers 12-13 ans. Mais effectivement, j'ai toujours bien aimé les armes, les arts martiaux, les sports de combat, ce genre de choses. La défense, en fait, c'est aussi défendre. Cette voie-là t'amène aussi dans une pensée de défendre en fait ton pays aussi. Voilà. Donc, effectivement, il y avait ce côté défense et domaine d'activité. Et puis, il y a aussi ce que tu mentionnais en introduction, le sens du concret et le sens de l'humain. Et ça, c'est surtout le scoutisme qui me l'a apporté. Et ça a commencé, je suis entré dans les mouvements scouts à 13 ans. D'accord. En plus de tout ton parcours. Et ça a confirmé mon souhait, mon envie d'aller dans ce type de métier. Ok. Mais alors, scoutisme, du coup, c'est... alors tiens, parlons-en. Ah, parlons du scoutisme. C'est pas prévu, mais parlons-en. C'est formidable, le scoutisme. Et qu'est-ce que ça t'a apporté? Enfin, c'est surtout le partage avec les autres, être en groupe. Alors, on apprend à être en groupe, effectivement. Ouais. On apprend j'allais dire à travailler en groupe, au sens, alors même si c'est pas un travail au sens rémunérateur du terme, mais on apprend à faire des choses ensemble, à collaborer, à faire des choses concrètes. Je reprends le sens du concret, qui est d'ailleurs un des sens du scoutisme, le sens du concret, je crois. En groupe, avec les apports de chacun, et les forces et les faiblesses de chacun. Okay. Et ça m'a beaucoup plu. Le fait de conjuguer ses forces et faiblesses, hein, c'est le côté un peu catalyseur là dont tu parlais, enfin dont on parlait tout à l'heure. Tu appelais ça comment? Les bulles qui pétillent? Les bulles qui pétillent. Tu pétilles. Donc ça, le scoutisme m'a beaucoup apporté. Et puis après, j'ai été dans les mouvements scouts jusqu'à assez tard, jusqu'à 27-28 ans. Je suis devenu chef. Après avoir été scout, on devient chef scout à différents niveaux. Chef de patrouille, chef de troupe, etc. En parallèle de la partie réserviste? Oui, tout à fait. Ok. Ouais. Et dans cette partie réserviste, comme tu dis, je suis réserviste, donc tu retrouves aussi ces mêmes qualités, finalement, ces mêmes points? Oui, tout à fait. Ouais. Le sens de l'humain, le sens du concret, faire des choses constructives en groupe, en conjuguant les forces de chacun. Ok. Et après, donc, dans ton parcours, comment ça se passe? C'est-à-dire, tu es réserviste, tu fais ton école de commerce? Alors, j'ai fait une école d'ingénieur. Ouais. Aussi, après mon école d'ingénieur, j'ai fait quelques stages à l'étranger. J'ai fait un DESS, un Master 2, en sortant d'école d'ingénieur, en gestion globale des risques et crises. Et ensuite, je suis rentré dans une PME en Savoie qui installe des remontées mécaniques. Donc des remontées mécaniques au sens télésiège, téléphérique. Voilà. Rien à voir avec le secteur finalement. Non. Alors il y avait de la construction, donc là on retrouvait le sens du concret, mais effectivement on était loin de la partie défense. Ouais.
Et pourtant, quelques années plus tard... Alors oui, il y a eu un petit passage avant, pendant 16 ans quand même chez Technip, dans l'ingénierie de la construction, où là, j'ai fait pas mal de choses, de déplacements à l'étranger et de chantier. Donc là, j'ai effectivement ce côté construction, chantier, ça m'a beaucoup plu. Mis en place des départements, des structures, etc. Ça m'a beaucoup plu. Et effectivement, j'ai rejoint il y a quelques mois, en début d'année, un groupe de la Défense. Et donc là, ça permet d'allier ce sens, cette accointance pour la défense, le sens du concret, puisqu'il s'agit d'aller construire des usines pour nos clients ou pour l'entreprise, et ce côté humain dont on parlait. Et c'est quoi le quotidien, justement, dans ce nouveau métier ? Eh bien, comme c'est quelque chose d'assez nouveau, en général, mais au sens de l'entreprise aussi, c'est une activité à créer. Et donc, il y a et la partie commerciale et de prévoir l'exécution des projets, au sens schéma d'exécution, qui va faire quoi, comment, mais aussi le chiffrer d'un point de vue financier et planning. Il y a une notion... Et humain, là encore. Et humain. Il faut avoir les ressources, avant tout. Donc il y a une notion très vente, commerce, mais également de projet. Tu es un peu le leader du projet et tu vas faire en sorte de... un peu le j'essaye. Ah oui, mais ça, c'est dans toutes les entreprises. On essaye, on est là pour être moteur sur le projet. Et puis, forcément, comme dans toute entreprise, quelquefois, on peut avoir des freins. Comment tu gères les freins ? Alors, c'est récent, je suis que depuis quelques mois. Donc, oui, il y a des freins parce que c'est nouveau, parce que c'est une nouvelle activité. Donc, il faut un peu changer, présenter ou changer, pas les habitudes, mais c'est différent de ce qui était fait auparavant. Donc, il y a un peu j'allais dire d'évangélisation, mais il faut expliquer comment on va faire quand c'est pas la culture de l'entreprise. Donc il faut aussi expliquer, rassurer, autant que faire se peut. Et puis après les freins, il faut les comprendre déjà. En général, une fois qu'on les a compris, il y a 90% du boulot qui a été fait. Et les 10% 10%, c'est les bulles de champagne dont tu parlais. Ah, voilà, c'est laisser aussi un peu la magie opérer. Normalement, toutes les choses se mettent en place quand on a mis beaucoup de soi dans tous les projets. Ça, c'est important. Et l'humain, tu en as parlé, est très important. C'est-à-dire la réception de l'autre, finalement, tous tes efforts et aussi la perception des efforts de l'autre qui vont faire que le projet arrive à ses fins. Oui, tout à fait. Ce parcours est riche, c'est vraiment très, assez prenant dans ton activité parce que tu te déplaces beaucoup. Même dans ton ancien parcours, tu te déplaçais beaucoup, tu voyageais. Comment on gère justement les voyages, les déplacements quand on est à la tête d'un poste important aussi dans une entreprise ? Alors, des déplacements, il y en a différents types. Il y a des déplacements en France ou des petits déplacements. Il y a des déplacements qui peuvent être plus éloignés à l'étranger. Ça s'organise, puis il y a la logistique familiale, évidemment, c'est primordial pour que tout se passe bien. Après, non, les déplacements... c'est quelque chose que j'aime bien, au-delà le fait de faire des déplacements d'un point de vue purement professionnel et avec l'objectif d'aller près des équipes et des clients. C'est avant tout pour le business, mais il y a aussi une question de se rendre compte concrètement de ce qui se passe. Et ça, c'est, je pense, très important. Et c'est pour ça que j'aimais bien les chantiers et voir l'activité, les usines que j'apprécie beaucoup dans le nouvelle entreprise que j'ai rejoint, où il y a des usines, où ça produit. Ça me plaît beaucoup. Ça, tu aimes vraiment le concret. C'est vraiment, ça sort de toi. C'est-à-dire que quand tu parles, en tout cas des entreprises, tu as vraiment besoin, et je pense que c'est ce que tu as trouvé aujourd'hui, d'avoir ce concret, de voir un peu comment ça se passe, la production... Le lutin aussi, quelque part, qui participe à la production. Tu as raison, c'est un besoin. Ouais. Et tu imagines demain partir vivre à l'étranger, monter une usine, faire, je sais pas. Ça me plairait beaucoup, effectivement. Pour l'instant, c'est pas encore à l'ordre du jour, mais si un jour ça se présenterait, c'est quelque chose qui me plairait, effectivement. C'est vraiment un moteur. Ce serait un rêve, peut-être même. Ça pourrait, oui. C'est des choses en tout cas, non seulement que j'exclus pas, mais vers lesquelles je me tournerais assez volontiers. On sort du cadre, mais c'était pas du tout les questions qui étaient prévues, j'adore. Je parlais de rêve, là, justement.
Alors, je reviens à tes 5 ans. C'était quoi ton rêve à ce moment-là? Est-ce que tu t'es dit, je sais pas, je serai head of manufacturing Non, 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 non. En plus, c'est un métier auquel je pensais pas il y a quelques années, ou quelques mois en tout cas. Ouais. Parce Ça que s'est imposé à toi? ça s'est pas imposé, c'était tout à fait le type de job que je recherchais. Et il y a eu un alignement des planètes, si je puis dire. Quand j'ai lu la feuille de poste, je me suis dit, ça c'est vraiment quelque chose qui me plairait beaucoup, pour toutes les raisons qu'on mentionnait, hein. C'était une création d'activité, le concret, dans le domaine de la défense, avec évidemment une dimension humaine et internationale. Et l'humain et l'international vont un peu ensemble, parce que d'aller rencontrer d'autres cultures, d'autres façons de faire, d'autres façons d'être, c'est quelque chose qui me plaît aussi. Donc En fait, on est peut-être pas dans le grand rêve, ou je sais pas, mais ça correspond en tout cas à ce que tu avais envie, peut-être au plus profond de toi, quelque part. Oui, tout à fait. Ça ne veut pas dire que tout ce que tu as fait avant ne correspondait pas. Ah, tout à fait. C'était des étapes importantes parce que ça t'a fait enrichir ton parcours, évoluer, apprendre des nouvelles choses. Mais là, finalement, ce poste-là qui arrive et que tu as pris et que tu adores, en tout cas c'est le sentiment que j'en ai, finalement, et te permet de t'accomplir à 100%. Oui. Ouh là là. Alors, petite question. Dans tous les métiers, il y a forcément des choses que l'on aime et des choses que l'on n'aime pas. Bon, ça fait partie du job, ça fait partie du lot. Le secteur dans lequel tu évolues peut avoir un côté très lumineux parce qu'il y a la défense, etc. Et puis un peu sombre aussi dans certains cas parce qu'on va se dire, c'est l'armement, etc. Est-ce que ça t'arrive d'avoir à gérer dans ton quotidien, peut-être, ou environnement, des freins de ce type-là, on va dire, oh là, c'est le secteur que je n'aime pas, ou alors plutôt, le secteur que j'adore. Comment tu gères ça, en fait? Oui, je suis très claire. Oui, quand je dis dans mon entourage que je travaille dans le domaine de la défense, ça veut dire concrètement vendre des armes ou en fabriquer. Et donc, il y a un rapport à la mort. Il ne faut pas se le cacher. Il faut même non seulement l'assumer, mais il faut se préparer et accepter. Alors moi, la réponse, l'idée que j'en ai, effectivement, ça date de très longtemps, puisque j'avais ce souhait d'être militaire et donc de donner potentiellement directement la mort. La réponse, elle est assez simple pour moi, c'est la défense. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit, alors peut-être un peu plus prosaïquement, le milieu de la défense, mais je pense que c'est vrai. Je pense qu'il ne faut pas être naïf et qu'il faut effectivement se préparer à se défendre, physiquement, mais aussi pour nos valeurs. C'est peut-être un peu édulcoré comme discours, mais je pense qu'il ne faut pas être naïf en tout cas. Non, c'est important que tu partages ça, parce que je pense que tout le monde a des avis différents et c'est bien d'avoir cet avis-là pour quelqu'un qui... C'est d'autant, je pense, plus important que un peu le milieu de l'énergie duquel je viens, ou le milieu de la défense, ont parfois une image avec une connotation négative. Et il y a pas mal de jeunes qui ont un attrait vers ces domaines. Alors l'énergie, c'est le pétrole, le gaz, c'est sale. La défense, c'est les armes, c'est la mort, c'est pas bien non plus. Je pense qu'il faut encourager à la réflexion pour que des jeunes puissent y réfléchir et aller vers ces domaines. D'accord. Justement, ces personnes-là, ces jeunes aujourd'hui qui se posent des questions, c'est quoi le meilleur conseil finalement pour entreprendre une carrière justement dans la défense? Alors moi, comme tu l'as dit, j'ai une carrière très très atypique à tout point de vue. Donc je ne suis pas du tout la voie royale ou l'exemple, au contraire. Cependant, oui, j'espère qu'il y a des jeunes, c'est même sûr, j'en connais, qui se tournent vers la défense. Le message, c'est oui, il faut réfléchir, il ne faut pas y aller par hasard. C'est pas un domaine dans lequel on va par hasard, je pense. Mais non seulement il y a des très belles choses à faire, il y a des choses très intéressantes, à tout point de vue. Et puis, il y a une vraie vocation, au sens, il y a alors comment est-ce qu'on peut dire ça, un but sociétal ou un enjeu humain et de société. Est-ce que tu penses qu'il faut avoir des qualités particulières? Alors, ça peut être des qualités physiques, je sais pas. Je pense pas. Non, je pense qu'il y a pour tout le monde. C'est vrai. Jeunes, vieux, hommes, femmes, grands, petits.
Bon, pour être dans le milieu de la défense français, il faut être français. Oui, ça c'est voilà. sûr. Bon, mais parce qu'il y a quelques restrictions quand même. Mais voilà, à part d'avoir une carte d'identité française. D'accord. Ok, donc en fait tout le monde peut éventuellement accéder à ce secteur, enfin ce Oui, secteur, oui, oui. ce Et milieu. alors, je ne vais pas faire de pub, c'est pas mon métier, mais pour le coup, ça recrute. Ça recrute, Ça recrute, d'accord. ouais, ça recrute fort et dans toutes les entreprises de ce domaine. Ok. Alors l'actualité aidant, ça c'est un peu malheureux, mais c'est quand même la réalité. Ok. Puis en plus, bon, c'est vrai qu'il y a aussi, même si on n'en parle pas, quand même un esprit d'équipe. Enfin, oui, alors oui, que... dans la défense, c'est vrai aussi ce que j'aime dans le milieu de la construction, en général. Et alors, c'est un milieu que je découvre maintenant et c'est pour ça que je suis très content d'avoir rejoint ce type de groupe, dans le milieu de l'industrie aussi. Ouais. Et bon, bah, ça revient à ce que tu disais sur le sens du concret, que ça soit dans le milieu de la construction ou le domaine de l'industrie, il y a vraiment ce travail d'équipe. Mais je pense que c'est vrai dans beaucoup de domaines, hein. Il y a plein d'autres domaines où c'est le cas, mais là, pour l'avoir vécu, c'est réel. D'accord. Et ça marche. Ok. Je reviens sur ton métier actuel. Tu as beaucoup de contacts en interne, aussi avec d'autres pays, peut-être pour les usines dont tu parlais. Et au niveau des relations à l'international, etc., justement avec des clients, comment ça se passe en fait? C'est quoi en fait Alors d'abord, on ne parle pas avec n'importe qui, de n'importe quoi et n'importe quand. Ça c'est important. C'est très organisé, juste pour fixer un peu le cadre. Donc il y a un cadre très strict. Okay. Alors je ne suis pas expert de ce domaine, ça fait que quelques mois. Cependant, vendre et fabriquer des armes, c'est interdit. Donc tout fonctionne par dérogation. Okay. Donc ça veut dire que tout ce qu'on fait, dit ou rencontre est encadré. Par des organismes d'État qui s'occupent de s'assurer que c'est en ligne avec la politique de la France, que c'est correct. Au-delà de l'aspect compliance, dont on parle beaucoup dans les entreprises en général, là en plus, il y a une couche d'autorisation étatique, si on peut dire. D'accord. Voilà. Compliance. Alors compliance au sens éthique. D'accord. Ça c'est classique dans beaucoup d'entreprises aujourd'hui, là, les lois Sapin et européennes et autres. Mais là, en plus, dans le domaine de la défense, il y a le contrôle à l'export qui est très important. D'accord. Donc tout est contrôlé, mesuré, on ne fait pas les choses n'importe comment. Même discuter, c'est contrôlé. Voilà, même parler, on ne parle pas de n'importe quoi, à n'importe qui, n'importe quand. Ok. Voilà. Mais heureusement qu'il y a ça, c'est super important. Sinon, il y a vraiment un contrôle, une confidentialité qui est maintenue à tout moment. Oui. Oui, alors au-delà de l'aspect confidentialité, c'est surtout de ne pas divulguer des choses techniques qui pourraient servir à mauvais escient. Donc il faut quand même avoir une certaine qualité ou une compétence, c'est-à-dire pouvoir conserver une confidentialité, parce que tu sais, on a souvent, tu sais, par mégarde, quelquefois un mot qui peut sortir. Ah, ça peut, je pense que ça peut arriver. Oui. Donc c'est une qualité, ça va être plutôt réservé ou, oui, pour les qualités des gens qui rejoignent la défense. Ouais. Oui, tout à fait. Effectivement, oui. Oui, tu vois, on n'y pense pas là en parlant, si on y pense. Si on a un problème, je ne sais pas, d'addiction ou un peu trop extraverti, ça peut poser problème, effectivement. Ah, oui. Ouais, donc il y a quand même une certaine forme de personnalité, si je puis dire, à avoir, ou en tout cas mais je ne pense pas que ça soit un frein. Ok. À partir du moment où on est un peu sensibilisé, je crois que c'est... Juste se dire qu'il y a un process assez strict. Oui. Ne pas divulguer d'informations. Mais là encore, il y a on est assez naïf, je pense. C'est dans le milieu de la défense que tu viens de mentionner est très clair, mais c'est vrai dans le milieu industriel en général. C'est là où je disais qu'on était naïf, c'est qu'au-delà du milieu de la défense, l'industrie a ses secrets de fabrication qui sont importants et qu'il faut garder. Et là encore, c'est peut-être même plus que l'industrie. Je ne sais pas, je pense que quelqu'un qui travaille dans une banque ou dans la finance ou dans beaucoup d'autres domaines, oui, ça peut préparer. Il y a des secrets, il y a des choses qui sont propres à l'entreprise et qui ne doivent pas être divulguées. On est peut-être un peu naïf en France là-dessus. Bon, il ne faut pas être parano non plus, mais... D'accord. Et si je reviens du coup à ces relations que tu vas avoir donc, dans le process de vente ou autre avec un autre pays, en relation à l'international, donc au-delà de ça, une fois que c'est cadré, c'est des relations de vente normales ou c'est un peu différent? Il y a ces différences dont on parlait.
liées aux contrôles gouvernementaux. Donc il y a ces relations qui se passent aussi au niveau entre les gouvernements. Sinon, pour l'instant, ce que j'en ai vu de ces quelques mois, c'est que c'est en fait assez classique. D'accord. C'est assez classique. C'est classique et toi, ton objectif de toute façon, c'est de réussir et pouvoir finalement vendre le projet sur lequel tu auras travaillé ou déploiement technique en tout cas. Oui, de construire. Construire. D'accord. Et du coup, c'est quoi pour toi finalement la réussite d'un projet ? Alors bon, il y a des choses assez basiques sur un projet de construction, c'est que ça se fasse en temps et en euros. Prévu. Oui. Bon, et ça, si on regarde les statistiques mondiaux, c'est rarement le cas, mais c'est quand même l'objectif. Donc, moi, le premier objectif, c'est d'avoir des références qui fonctionnent. Alors, la première chose, c'est, avant même que ça soit dans le temps et dans l'enveloppe budgétaire impartie, c'est que ça fonctionne à la fin. Ok, ça c'est important. Construire une usine, bah oui, parce que ça peut paraître un peu évident, mais il y a des tas d'usines qui se construisent et qui ne produisent pas à la fin. Donc la première chose, c'est de construire une usine qui délivre. Ok. Donc ça, s'il y avait une priorité à faire, je dirais que priorité 1, c'est qu'elle fonctionne et qu'elle fonctionne telle que ça a été prévu. Avec la cadence prévue, le type de la qualité prévue, etc. La deuxième chose, c'est que ça soit dans les euros et le planning imparti. Mm-hmm. Puis après, c'est que ça se soit passé le mieux possible aussi humainement pour pouvoir en faire d'autres, si possible, avec le même client. Bah voilà. Bon, ça c'est du marketing d'école de commerce, mais au sens où il y a une notion de capter un nouveau client, c'est toujours plus difficile que de fidéliser celui qu'on a déjà. Ça c'est vrai aussi. Mais ça, je pense que c'est vrai. Ouais. Et puis je pense qu'il y a une relation de confiance qui se fait, peut-être dans certains domaines, dont celui de la défense en particulier. Il y a sûrement le bouche à oreille, les gens communiquent, c'est un milieu qui, j'ai l'impression, est quand même assez fermé. Mm-hmm. Donc même entre pays, les gens communiquent. Donc si on a des bonnes références, si ça s'est bien passé, on peut espérer que ça se sache et qu'on ait d'autres clients qui viennent nous voir plus tard. D'accord. Bouche à oreille est très important alors. Mais c'est vrai partout. Hein. Ça c'est vrai. Dans les remontées mécaniques, quand on installe un télésiège pour la station A, si ça s'est bien passé, c'est sûr que la station B, elle est au courant. Et elle appelle. C'est pas les montagnes qui empêchent la communication, bien au contraire. Ah, ça c'est intéressant ça. Donc toujours communiquer, avoir une relation de confiance et avoir des success stories. Oui. Pour que justement le bouche à oreille puisse fonctionner. Et... Je pense même qu'au-delà des success stories, ça c'est l'idéal, c'est sûr. Oui. Mais les relations de confiance, en tout cas moi c'est quelque chose sur lequel je mets beaucoup d'importance. Je pense que c'est très important quand on rencontre, que ce soit un client, un partenaire ou un sous-traitant, parce qu'on parle beaucoup des relations vers nos clients, et je pense qu'on ne parle pas assez des relations avec nos partenaires, et encore plus avec nos sous-traitants. Je pense que la relation avec nos sous-traitants et cette relation de confiance qu'on doit avoir, elle est très importante. Parce que le success story dont tu parlais, elle ne peut pas se faire sans eux. Bien sûr, tout le monde a une contribution. Il y a des entreprises qui font 100, et qui réussissent quand même. Mais bon, je pense qu'à long terme, c'est pas la bonne approche. Tu veux dire qu'elles font sans la relation de confiance ou... Qui écrasent leurs sous-traitants. Ah oui, je vois. Ça se voit dans la construction. D'accord. On pressure le sous-traitant, le petit sous-traitant, qui peut potentiellement fermer les portes à la fin. Mais ça fait partie de la success story. C'est-à-dire valoriser finalement toute personne qui contribue à la success story, qui contribue au développement ou à la création d'un produit, et lui donner sa place et le réattribuer à la juste hauteur aussi de cette place-là. C'est une vision long terme, on va dire. Mais dans certains domaines, comme il y a une rentabilité très court terme qui est demandée, certaines entreprises et personnes sont obligées ou se sentent obligées de faire différemment. Et de faire différemment, de pressuriser un peu, effectivement, comme tu dis, les sous-traitants, ou en tout cas les personnes qui participent pour réduire les investissements, les coûts, avoir plus de ROI. C'est ça. Finalement, c'est avoir le bon dosage. Oui. Je pense qu'il y a une question d'alchimie, de dosage. Et ça, du coup, toi, tu interviens aussi dans cette partie, par exemple, de bon dosage, c'est-à-dire, il y a des coûts, etc. Donc, je pense que tu le gères comment ?
Alors oui, pour répondre à la première partie, oui. Alors je pense que c'est intéressant quand on s'occupe de la partie commerciale, Ouais. d'avoir aussi une responsabilité, ou peu importe comment elle se formalise, sur la partie exécution. Un peu pareil pour le même schéma que les relations long terme dont on parlait. Je n'imagine pas avoir des relations commerciales sans perception et sans anticipation de la partie réalisation. Je pense que c'est une vision court terme, qui, à mon avis, n'est pas la bonne. Mais là encore, il y a sûrement des domaines dans lesquels ce que je viens de dire ne s'applique pas. Mais dans les domaines que j'ai vus et vécus, je pense que c'est important. Donc oui, il y a une alchimie à trouver quand on négocie. Alors ça, c'est de la négociation qu'on apprend. Alors il y a quelques années, j'ai fait un executive MBA à l'ESSEC. Et il y avait un professeur de négociation qui était très bien, qui justement nous expliquait ça sur les domaines de superposition de domaines de négociation. Et le fait de pas... Le but d'une négociation, c'est pas d'humilier et d'écraser même si c'est un adversaire ou c'est une personne qui est en face de nous. On n'a peut-être pas forcément les mêmes enjeux, les mêmes finalités, les mêmes objectifs, mais l'écraser ou l'humilier est en général pas la bonne idée. C'est vrai, je me rallie à ce qu'il dit. Non, mais quand on est en position de force, c'est la nature humaine, on peut y être tenté. Ça va faire partie peut-être du jeu, mais le but étant, c'est pas forcément que tout le monde gagne, mais peut-être que tout le monde en tout cas arrive à un accord et que l'accord soit le mieux possible pour chacun. Alors du coup, Paul-Jacques, dans ton quotidien, comment tu fais pour te protéger un peu, avoir tes soupapes de sécurité? Parce que tu voyages beaucoup, tu es sur plein de projets, beaucoup d'échanges, c'est assez prenant. C'est quoi un peu? C'est quoi ton rituel? C'est quoi tes soupapes? Alors il n'y a pas de rituel particulier en tant que tel, mais bon, d'abord, il y a la famille. Ça c'est important. Ça c'est important et je dirais c'est même primordial. Donc ça passe avant tout. Ensuite, plus mécaniquement, effectivement, il y a des soupapes. Et pour moi, c'est le sport. Ok, on en a parlé un peu. On en a parlé un peu. Alors, le sport, il y a, je dirais, 3 activités. Dans mon cas, alors il y a la course à pied, qui permet d'aller s'oxygéner le cerveau et souvent de partir avec peut-être un problème ou un sujet un peu délicat. Et puis de revenir, peut-être pas avec la solution, mais des solutions, ou en tout cas d'aborder les choses de façon un peu plus détendue. C'est ta méditation, ça. Ouais, peut-être, d'une certaine façon, oui, peut-être. Ensuite, il y a les sports de combat. Ouais. Alors, c'est très différent dans la mesure où les sports de combat, en tout cas pour ma part, quand je combats, je pense à rien d'autre que le combat. Je suis vraiment dans le moment présent. Mm-hmm. Il y a peut-être des gens qui arrivent à réfléchir et en même temps... à méditer en même temps que de combattre, moi c'est pas mon cas. C'est quoi comme sport de combat alors là? C'est de la boxe, boxe française, boxe anglaise, thaï, judo, self-défense, des choses comme ça. Okay. Donc l'avantage de ces activités-là, c'est que quand on y est, on vide le cerveau. Et après, alors déjà on est détendu. Alors il y a il y a un côté physiologique, il y a les hormones, là, tout ça, ça fait qu'on est détendu. D'accord. Et puis le cerveau, enfin mon petit cerveau, il a fait une pause. Et du coup, il est en général un peu plus ouvert pour pouvoir aborder des sujets plus délicats. Ok. Sport de combat, juste c'est quoi? C'est des séances d'1 heure, 1 heure, 2 heures? Oui, 1 à 2 heures, oui. 1 à 2 heures, ouais. Oh bah, c'est assez classique, il y a un échauffement, quelques activités, quelques exercices de technique. Mm-hmm. Et puis après, on fait quelques combats. C'est quoi le mindset? Alors tu dis, en fait, je mets mon cerveau de côté quelque part parce que je me concentre sur... Il ne faut pas tout à fait le mettre de côté, parce que l'air de rien... alors je me suis mis très récemment à la boxe anglaise, que j'aimais pas à la base. Et en fait, c'est pas si simple. Intellectuellement, il y a quand même... il y a des techniques. Il y a des techniques. Même si tu mets ton cerveau de côté, comme tu dis. Je pense que c'est plus on met peut-être... C'est pas le même, on va dire. Oui, c'est vrai. C'est pas les mêmes neurones. D'accord, ok. Donc c'est technique. Donc il y a des techniques à avoir. Tac, tu le sollicites quand même, ton cerveau. Et c'est quoi? C'est passer tes 2 heures en disant je sors de là, je me suis déchargé un peu de... Ah oui, tout à fait. On s'est déchargé, c'est le bon terme. C'est ça? Oui, complètement. Et est-ce qu'il y a aussi quand même un objectif? C'est-à-dire, moi, tu vois,
bon, je faisais régulièrement de la danse et j'allais au cours et bon, il y a une chorégraphie à apprendre, donc il y a un objectif, c'est apprendre la chorégraphie, en tout cas de l'apprendre au mieux, mais surtout d'essayer de la faire le mieux possible. Est-ce que toi, du coup, pendant cette heure, enfin ces 2 heures que tu vas faire, il y a l'objectif quand même derrière de décharger son cerveau, mais est-ce qu'il y a autre chose De performance au sens sportif du terme. Oui. Alors, il y en a à titre perso, d'essayer de prendre le moins de coups possible, de ne pas se faire mal, de ne pas faire mal à l'autre non plus. Oui, mais on compte pas les points. Tu n'es pas dans le mode compétition, là. C'est un partenaire, hein, c'est pas un adversaire. Et quand bien même ça serait un mode compétition, ça reste un partenaire, pas un adversaire. C'est un peu différent. Tu peux développer? Bah, on est là pour le battre, mais pas pour le tuer. Ah, ça, c'est vrai. Mais c'est pas évident, hein, parce que c'est pas évident pour certains d'avoir un esprit de compétition comme ça. Alors, il y a des gens qui sont très très compètes et qui veulent massacrer l'adversaire. Et puis, il y a ceux qui peuvent être un peu plus sur la retenue et du coup se faire bouffer par celui d'en face. D'accord. En fait, il faut avoir le bon dosage. Oui. Le bon dosage et le respect de l'autre. Oui, ça dans tous les cas. Mais le respect de soi. On peut aussi le dire, le respect de soi-même, c'est important. De bien se défendre finalement pour que il y ait un juste équilibre. C'est ça, il y a une alchimie une fois de plus. Ouais. Okay. Et puis il y a une troisième activité, c'est la montagne. Ah, randonnée, ski? Les deux, oui, marche en moyenne montagne et puis ski de piste et ski de rando. J'aime beaucoup le ski de rando. Alors j'en fais pas beaucoup, mais j'aime beaucoup. Ça, c'est pareil, ça permet de penser à autre chose, d'être concentré sur son moment. Et ça, c'est important pour toi? Très. Ouais. J'ai besoin de... en fait, j'ai un peu besoin des trois. Hein. C'est un peu le problème. Ah. Je suis un peu addict. Donc, j'ai besoin des trois. Alors, courir au moins, je le fais pas. C'est plus pour se faire du bien et j'ai pas besoin de courir pour courir. En revanche, les sports de combat, c'est un vrai besoin. C'est-à-dire que quand j'en fais pas, ça me manque. C'est bizarre, hein, mais c'est comme ça. C'est une passion, en fait. Ah, ouais, peut-être, ouais, peut-être. Il faut mettre les mots. Enfin, je pense que c'est vraiment une passion. Et la montagne, c'est vraiment une passion. Ah, d'accord. La montagne, vraiment quelque chose qui te plaît, Oui. C'est un endroit. C'est l'endroit lui-même ou c'est les activités? C'est tout. C'est l'endroit en premier. J'ai besoin d'aller en montagne régulièrement. Contact avec la nature. Oui, tout à fait. Oui. Contact avec la nature, voir personne. Non. Il y a un peu de ça quand même. Hein. Il y a un peu de ça. Ah, j'adore. Non, c'est vrai. Il y a aussi un peu de ça. Mais on peut le dire. Attends, il n'y a pas de honte à le dire. En fait, il y a des moments où on a besoin d'être seul. Oui. Bon, avec sa famille, certes. Hein, voilà, c'est pas le sujet, mais d'avoir des moments à soi où on se reconnecte avec soi-même et où finalement il y a le vrai Paul Jacques qui ressort. Alors, il y a aussi de ça. Il y a le vrai Paul Jacques, d'une certaine façon. Il y a la nature dont tu parlais. D'admirer admirer les beaux paysages. Mais je dis ça avec de naïveté, mais c'est vrai. Et puis, il y a de se poser les bonnes questions aussi. C'est le moment où on peut réfléchir, prendre un peu de recul, en fait, tout simplement. C'est ça que j'aime chez toi. Tu vois, tu as ce côté très positif, engagé dans ses projets, impliqué, relation aux hommes, aux autres et faire avancer les choses. Et tu as cette partie de toi très connectée avec la nature et avec cet esprit très... j'ai besoin de me reconnecter à moi-même pour prendre les bonnes décisions. Je vais courir et j'aurai les solutions. Je vais faire mon sport de combat. Ok, je décharge mon cerveau même s'il y a une partie technique. J'ai besoin de la montagne, de la nature pour être seule aussi et refaire sortir les bonnes questions. Mais je pense qu'on est un peu tous comme ça. J'ai des amis, c'est la voile. D'autres, c'est... je sais pas, ça peut être la peinture ou le dessin. Je pense pas... Autant j'ai un parcours très atypique, ça tu l'as dit et c'est vrai. Autant je pense que sur ça, je pense qu'on est un peu tous comme ça, non? Oui, c'est vrai. Mais ce qui m'intéresse dans ce que tu dis, et je pense que c'est important de le dire à tout le monde, en tout cas aux personnes qui vont nous écouter ou nous voir, c'est parce que souvent on va faire des activités, on va vivre l'instant, ok, mais il n'y a pas forcément quelque chose qui va en ressortir. Dans certains cas, on va faire des activités, que ce soit la danse, le sport ou autre, et avoir une balade dans la nature, faire du ski, de la rando. Mais il y a des choses qui se passent. C'est-à-dire qu'on commence quelque part à se poser les bonnes questions vis-à-vis de soi-même, s'interroger consciemment soi-même et avoir aussi quelquefois ses propres réponses qui viennent. Alors,
ça m'ouvre d'autres questions dans le sens où, par exemple, est-ce que toi, tu écoutes vraiment ce qui vient à ce moment-là dans les réponses? Tu dis, il y a des solutions qui peuvent arriver, il y a voilà. Est-ce que tu penses que c'est finalement ton cerveau que tu as mis de côté qui te répond, ou c'est autre chose? C'est ton âme, ton enfant intérieur? Je pense qu'il y a les deux. Je pense que c'est un mélange de tout ça. Alors, tu parlais de savant, dosage, tout ça, d'alchimie. Je pense que c'est un... Alors, déjà, je pense qu'il ne faut pas trop intellectualiser tout ça. Je pense qu'il faut un peu laisser les choses venir et qu'on a envie d'aller en montagne, ou on a envie de monter sur son voilier. Faut le faire. Dans la mesure où on peut le faire, il faut le faire. Et puis après, les choses viendront comme elles viennent. L'avantage du sport ou de la dépense physique, c'est que justement, il y a... Alors, c'est un terme un peu galvaudé là aussi, mais il y a ce côté lâcher prise. On est forcément isolé de son quotidien. Alors même si on a parfois son téléphone dans la poche, on est forcément un peu dans une bulle. En tout cas, séparé. Et ça permet de prendre un peu ce recul. Et si les choses doivent venir, s'il y a des questions qui nous tracassent, elles vont arriver. Et en général, un bon bol d'oxygène, ça peut aider à y voir plus clair. J'adore. Merci. Tu réponds à ce que je pense aussi très fortement, c'est-à-dire que les réponses arrivent aussi... il faut les poser. Oui. Il faut pouvoir avoir les questions qui ont été posées avant d'avoir les réponses, bien sûr. Mais les choses arrivent aussi quand on arrive à lâcher prise, à se laisser un peu porter. Oui. Je pense que ce qui est important, c'est d'avoir... alors, tu disais le terme de soupape tout à l'heure. Je pense qu'il faut avoir ces activités autres que professionnelles. Alors après, s'il y a des gens qui s'éclatent à 200% dans le milieu professionnel, super. Mais bon, il y a aussi des différentes activités dans l'activité professionnelle de chacun. Tout à l'heure, tu parlais du fait qu'il y avait des difficultés, des points positifs et des points négatifs dans tout job. Ça, je pense que c'est effectivement très important. Ce que j'avais l'habitude de dire à mes équipes, c'est qui parfois allaient mal. Je pense à une prise de poste il y a quelques années. Je disais qu'il faut qu'il y ait 80-20. Dans tout job, il peut y avoir jusqu'à 20% de choses qui peuvent être laborieuses, pas très amusantes, pas fun. Mais il faut qu'il y ait 80% de votre job qui vous plaise, au moins en partie, pour que le matin, vous n'alliez pas à l'abattoir et à reculons, et que le soir, dans la mesure du possible, on soit content de la journée qui s'est passée. Et dans les 80% de ce qui nous plaît, il faut qu'il y ait de la passion aussi, qu'on prenne du plaisir dans son job. Oui. Alors ça, c'est le cas idéal, hein, oui. Mais il y a des gens qui font leur job à titre purement vivrier, hein, et bon, ils ont des passions à côté qui leur permettent d'avoir un équilibre. Qui permettent d'équilibrer les choses, c'est vrai. C'est là où on place la priorité en fait, de sa vie, de sa carrière ou autre. Après, c'est sûr que quand on est dans ce cas-là, l'investissement ou le surinvestissement dans le travail est forcément pas le même. C'est évident. Ouais. Puisque par définition, ça n'a pas été construit comme ça, on va dire. Non, c'est vrai. Une question, tu parlais des équipes, etc., du 80-20. Question qui est liée plus à ton métier, est-ce que ça arrive d'avoir des doutes? Ah oui, tout le temps. C'est vrai? Ah ouais, tous les jours. Enfin, non seulement tous les jours, mais oui. Ok. Mais c'est bien le doute. Ça te fait avancer quand même? Ah oui, le doute, ça fait avancer. Prendre les bonnes décisions aussi, quelquefois? Aussi, oui. Ouais, je pense. Ouais. Tu pèses le pour, le contre. Exactement, ouais. Savoir pourquoi on fait ça plutôt que... Pourquoi on va à droite plutôt qu'à gauche, pourquoi on appelle... Et pour répondre aux doutes, du coup, petite randonnée... Ah, ça, c'est quand il y a un doute un peu costaud, oui. Ah, d'accord. Donc, les petits doutes du quotidien, c'est normal. Voilà, c'est ça. Et les gros doutes, là, tu pars en rando, tu pars à la montagne et tu fais une bonne séance tout seul. Il y a aussi un effet de seuil. Il peut y avoir plein de petits doutes et au bout d'un moment, c'est bien de... Les randos en montagne, c'est plutôt pour prendre du recul, la somme des petits doutes. D'accord. Parfois, il y a des gros doutes aussi. Ça permet de prendre la bonne jonction. Comment tu te vois dans 10 ans? Alors ça, c'est une très bonne question. Pas alors pour moi, je ne sais pas, mais en général, on parlait des jeunes tout à l'heure. Ça, je pense que c'est important de se poser la question. Alors peut-être 10 ou 5, c'est déjà pas mal. 5 ou 10 ans, je pense que c'est une bonne question. Maintenant, il faut que j'y réponde, c'est ça? Oui. Dans tu peux 10 ans, très bien me dire Sandrine, mais je ne te dirai rien.
Ah oui, alors ça serait la bonne réponse. Et là, je dirais, bon, j'ai pas ce courage. Je suis faible. Pas d'effort, là. Non, je suis trop faible. J'arriverais pas à avoir ce courage, Sandrine, de dire que j'ai répondu. Alors, plus... Non, alors si tu avais, je sais pas... Non, mais je vais répondre. Je t'ai dit que j'ai pas le courage de dire que je savais pas. D'accord. Attends, j'avais pas compris. Non, ce que tu disais tout à l'heure, tu parlais du sens du concret, du sens humain. Ouais. Si j'avais l'occasion, l'opportunité de créer... Alors, de créer une activité, c'est un peu ce que je fais là. J'espère qu'elle pourra monter en puissance. Et ça serait un bel objectif et un bel accomplissement. Mais que ça soit ça ou autre chose, le fait de construire une activité, ce qu'on appelle une BU, en fait, une business unit. Ah, ok. Ça me plairait. Une activité, mais qui soit un peu plus grosse que celle que j'ai aujourd'hui. Avec des équipes, des success stories, on va rajouter un S à la fin, comme tu le disais. Ça, c'est quelque chose qui me plairait beaucoup. D'accord. Être en charge d'une BU ou... Ouais, alors, à un moment donné, je me posais la question de prendre une entreprise ou de... voilà, c'est le genre de choses qui me... Ou de créer... Alors, créer une entreprise, ça serait... ça, c'est peut-être le Graal ou reprendre. Pas, je ne sais pas. Mais construire ou reprendre une entreprise ou une activité au sein d'une entreprise, ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Qui me plairait beaucoup. Ok, c'est noté. Voilà. Le message est passé. On verra où on sera dans 10 ans. Allez, on va passer à la minute vibration pro et zen. Bon, c'est des questions qui fusent, tu sais. D'accord. Tu as le sourire. Il se dit à quelle sauce je vais être mangé. C'est ça. Attention. Tu es prêt ? Prêt. Alors, si tu devais mettre en avant une de tes qualités pro, aujourd'hui, ici et maintenant, laquelle serait-elle ? Une qualité, c'est pas facile ça. Trop. Alors, il faut que je réfléchisse un peu quand même. Ouais, vas-y. Tu as le temps. Bip. Alors, est-ce que c'est une qualité ? En tout cas, il y a quelque chose que j'apprécie. Je ne sais pas si c'est vraiment une qualité. C'est d'être à l'aise, de se sentir proche et de pouvoir communiquer avec le manœuvre ou l'employé qui creuse son trou avec sa pelle et sa pioche sur un chantier, ou l'opérateur et le stagiaire qui vient d'arriver sur la chaîne de production, et donc de pouvoir échanger avec lui, et dans la même journée pouvoir échanger avec le patron, le PDG ou un grand chef, et de pouvoir interagir en s'adaptant, en fait, c'est l'adaptation. S'adapter à son environnement et surtout à la personne avec qui on échange. Ok. Donc le communicant qui s'adapte. Au-delà de communiquer, c'est l'adaptation. En particulier à la partie humaine, mais l'adaptation en général. Ok, adaptation humaine. Alors c'est aussi lié aux échecs, ça. Ah, intéressant. C'est très intéressant. Pourquoi ? Mais attends, ça fait pas partie de la minute, mais bon, attends, oui, développe, alors après, développe, pourquoi ? Mais je te l'ai dit, j'ai loupé à nombreuses reprises Saint-Cyr, et plein d'autres choses. Et les échecs, ça rend plus fort, c'est quand même vrai. Alors, ou alors ça marche, ou alors on s'arrête et y a un problème, ça casse. Mais on appelle ça la résilience, je crois, la capacité de rebond. Ça, c'est quelque chose, je pense, que j'ai développé, mais un peu par la force des choses. Si j'avais été plus brillant, j'aurais pas eu besoin d'avoir cette capacité de rebond. Ok. Donc, mais du coup, c'est pour ça que je savais pas si c'était vraiment une qualité. C'est aussi par la force des choses. Tout ce que tu as vécu, c'est normal. C'est comme ça aussi qu'on s'améliore, qu'on évolue, qu'on a des qualités qui ressortent plus que d'autres à un moment donné. Ou voilà, résilience, adaptabilité, flexibilité et petite bulle qui pétille. J'ai résumé. Je passe à la question 2. Si tu devais mettre en avant ton côté zen ou rituel zen en un mot, que dirais-tu ? J'ai besoin de lire le soir. Ok. De lire un livre. Oui. Alors c'est en fonction du temps imparti, c'est plus ou moins long. Voilà, j'ai besoin de lire le soir. Ok. C'est le moment de détente et de bien-être.
Quelle couleur associes-tu à l'être que tu es? Alors ça a changé. Ça change en fonction du temps. Oui. Ça comme change mes beaucoup. Ah oui? Ou la façon dont je m'habille. Alors en ce moment, c'est, pour répondre à ta question, rouge. Force. Mais ça a été vert longtemps. Comme le lieu où nous sommes. Tu vas peut-être y retourner. Alors, attention, entre un circuit moto ou une balade à cheval, que choisis-tu? Un circuit moto, une balade à cheval. Je peux dire une balade en moto ou pas? Tu peux. Une balade en moto alors. Donc la mix des deux. D'accord. Ton rituel matinal pro et zen en 3 étapes. Il n'y a pas vraiment de rituel matinal. Il y a un peu un rituel le soir, on dit quoi? Vespéral? Ouais. Bon, il y a un rituel du soir plutôt, la lecture dont je te parlais. Mhm. Non, le matin, c'est plutôt, comment dire, Tu te lèves. février, c'est préparation du petit-déj pour la famille. D'accord, si bien, et organisation. Voilà, classique. Alors, si tu étais un acteur connu, qui serais-tu? Ça, c'est amusant. C'est amusant parce que je ne sais pas qui je serais, mais on me dit, qui je choisirais d'être, parce que c'est pas un choix, mais on me dit très souvent que je ressemble à un acteur. Et son nom, Mathieu Kassovitz. Mais oui, tu sais quoi, j'étais en train d'y penser là. C'est vrai en fait. Mathieu Kassovitz, c'est ça? Mais oui, c'est ça. Mais le bureau des légendes là. Exact. Ouais, on me l'a dit plusieurs fois. Et même la voix, enfin tout, il paraît. Donc c'est... la voix, je ne sais pas, mais effectivement, là, je te regarde. Je ne l'ai jamais rencontré. Hein, D'accord. Alors, si Alexandre le Grand, Jules César et Napoléon Bonaparte te passent un coup de fil au même moment cet après-midi pour prendre un café, quelle invitation acceptes-tu? En toute simplicité. C'est sympa comme question, ça. Je répète, alors, Alexandre le Grand, Jules César ou Napoléon Bonaparte? Alors, Jules César, pas trop. Bon, déjà, il était assassiné par son fils, quand bien même il fut adopté. Puis Jules César, en plus, il aimait pas trop les Gaulois. Nos ancêtres, les Gaulois, quand même, c'est important. Donc, pas trop Jules César. Bonaparte, c'est pas mal. Bonaparte, je trouve sa force de travail, son côté humain, là, dont on parlait, il était capable, à ce que j'ai compris ou lu, d'aller et sur le champ de bataille, parler avec ses grognards, et alors c'est pas lui qui, enfin je crois pas que c'est lui qui a rédigé le code civil, mais participer à sa rédaction. Ça, je trouve que c'est quand même une force d'adaptation et une élasticité intellectuelle qui est remarquable. Mais bon, il a mal fini aussi, ce brave homme. Je sais. Donc bon, alors je sais pas comment a fini Alexandre le Grand, je suis pas très calé en histoire, mais s'il y en avait un, je pense que ce serait plutôt Alexandre le Grand. Ce qui me plaît chez Alexandre le Grand, c'est qu'il est allé vers l'Orient, il est allé vers l'Est. C'est vrai. Alors les autres aussi, tu me diras. Mais lui, il allait un peu plus loin, je crois. C'est vrai. Et ça, je trouve que c'est assez intéressant, parce qu'il est allé, alors les autres aussi, mais il est allé vers des cultures que les autres ne sont pas allés aussi loin, je crois. D'accord. Je note la recherche de l'expérience et de l'aventure. Ah oui, à l'aventure, ça compte, ça. L'action et l'aventure. Oui. Attention, 8e question. Ton mentor pro de tous les jours qui t'inspire? Mon père et mon grand-père. Alors, ça ne va pas aider les auditeurs, ça. Alors, mon père et mon grand-père, parce que ils sont à l'opposé. Ils s'entendaient bien, cependant, mais humainement à l'opposé. D'accord. Ton mentor zen de tous les jours qui t'inspire? Mon père et mon grand-père? Non. Je sais pas. Alors, il y a 2 textes que j'aime beaucoup lire. Être un homme de Kipling. Mm-hmm. Tu connais ce texte peut-être? Non. Un très beau texte. Être un homme de Kipling. Et ou devenir un homme. Tu seras un homme, mon fils. Tu seras un homme, mon fils, de Kipling. Et être jeune du général MacArthur. Ok. C'est 2 textes que j'aime beaucoup. D'accord. Qui se trouvent très facilement et qui sont très, comment on peut dire, inspirants. Je note. Question finale. Si tu étais l'étape primordiale en usine pour la production d'un produit, lequel serais-tu? La forge. J'aime beaucoup. Alors, j'ai pas du tout ce talent, mais si tu parlais de soupape tout à l'heure, si j'avais quelques mois devant moi et du temps et de l'argent, je ferais un stage en forge, pour être forgeron.
D'accord, tu sais qu'il y a une émission qui existe et qui s'appelle Le meilleur forgeron. Mes fils les regardent, je me montrerai. Oui. Bon, je sais à quoi s'occupent les soirées. Bon. Forgeron, je trouve que c'est un super... C'est très difficile en plus, enfin, c'est pas simple. Ça a l'air. C'est et technique, il y a différents alliages. Il y a justement cette alchimie où il faut mélanger les métaux, le feu. La force, mais la technicité. Il y a aussi une certaine précision. Enfin, je trouve qu'on allie beaucoup de choses. Le concret. Ah, il y a le concret, oui. J'adore. Bon, on arrive à la fin. Donc, je vais te demander le mot de la fin, en fait. Ah. Le mot Comment de la est-ce fin. que tu as accepté, vécu cette expérience d'interview? Alors, oui, on parlait tout à l'heure là, pour encourager les jeunes dans leur choix ou voie professionnelle. Bon, enfin jeunes ou peut-être moins jeunes, parce que je pense qu'à tout âge, on peut avoir envie de s'orienter ou de se réorienter. On a parlé de l'adaptation. Je pense qu'il y a quelque chose qui est proche de l'adaptation, c'est la curiosité intellectuelle. Alors, mais ça se travaille aussi. Alors, il y a on part par la formation, mais pas que, par la lecture, ou même la vidéo, les écrans, etc. Il y a aussi ça. Je pense que si on choisit ce qu'on veut regarder, je pense que ça peut aussi aider à la curiosité intellectuelle. Et je pense que d'avoir un peu cette élasticité, de pouvoir s'intéresser à différentes choses et pouvoir du coup aider à s'adapter plus facilement. D'accord. Tu les encourages en tout cas, ces jeunes-là, à le faire. Oui, je pense que c'est quelque chose qu'il faut développer. D'accord. Le message pour tous. Il faut être curieux, s'intéresser à tous. Mais c'est important. Voilà. Merci Paul-Jacques. Merci Sandrine. À bientôt. À bientôt. Un grand merci pour votre attention et j'espère que cet épisode vous a inspiré. Pour en savoir plus sur mes accompagnements, rendez-vous sur mon site internet frozenenco.com et contactez-moi sur mes réseaux. À bientôt.